Hey hey hey, c'est Mariama. Cauchemar d'entrepreneur, c'est tout de suite. Restez à l'écoute. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal, c'est la DER. C'est eux que vous voulez contacter pour recevoir des financements, pour savoir également comment faire accompagner votre entreprise durant cette crise Covid-19. Ils ont tout plein de programmes mis en place, la DER, der.sn, sur leur site web ou encore leur page Facebook. N'hésitez pas. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur. Hey, 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 fidèles auditeurs de l'émission Cauchemar d'entrepreneur, welcome back, bienvenue dans l'émission qui parle d'entrepreneuriat, de galères et de cauchemars, mais en souriant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le fondateur de Jocolabs. Je sais que vous en avez entendu parler, vous avez envie de savoir qu'est-ce que c'est, comment il a fait, quel est son parcours et surtout quelles sont ses galères. Alors, ne bougez pas. Aujourd'hui, on va discuter avec Karim Sy. Karim Sy, bonsoir. Bonsoir, comment ça va, Mariama? Ben écoute, ça va très très bien comme une entrepreneur qui fait plein de cauchemars mais qui se relève tous les jours avec beaucoup de rêves. Et toi, comment ça va? Ben, la même chose, hein, comme on nous dit, la nuit dure longtemps mais le jour finit toujours par arriver. Il finit toujours par arriver. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment toi, ton jour est arrivé, celui en tout cas où tu t'es dit, il faut que je crée ce projet absolument innovant qui est Jocolabs. Avant qu'on en arrive là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dis-moi un peu plus sur ton parcours. Je sais que tu as étudié au Canada, tu as fait génie informatique à l'époque où l'informatique était encore à ses débuts. Comment est-ce qu'on sort, on va dire, de l'université comme ça et on se dit je vais être entrepreneur, ou au début c'était pas du tout ça? Bah écoute, effectivement, c'est bon, déjà au Canada, il faut voir que nous on a vécu la dévaluation, hein, donc ça nous rajeunit pas et ça nous a un peu tous poussé à repenser notre manière de vivre au quotidien et de devenir assez entrepreneur. Bon, je pense que j'avais un peu les cellules de l'entrepreneuriat, hein. Il y a une minorité de jeunes qui entreprennent à partir de l'école. On est 20%, je crois, des entrepreneurs. La plupart entreprennent après quelques années d'expérience et donc je trouve que moi j'ai fait un cours à l'école polytechnique de Montréal sur l'entrepreneuriat et l'ingénieur, et dans ce cours-là, un prof a commencé à nous parler d'un projet de pompe à eau manuelle qui était un beau projet en lien avec le Mali, et Mali fait partie de mes pays de cœur, qui avait pas marché mais qui était un super produit parce que il y avait une méconnaissance du marché. Et de moi c'est de là que c'est parti en fait. J'ai été voir le prof, j'ai dit moi je veux le reprendre ce projet, même si j'étais en génie informatique. Et j'ai réussi à retrouver le promoteur et je l'ai convaincu qu'on relance le projet. J'ai commencé à porter ce projet. Voilà. Sachant qu'avec d'autres amis, on avait déjà créé une association en fait qui regroupait tous les élèves ingénieurs et scientifiques africains du Québec, donc de la province de Québec, pour travailler sur du transfert de technologie. Donc c'était déjà un début où on se posait des questions sur qu'est-ce qu'on allait apporter au pays. On espérait amener notre pierre à l'édifice. Et de fil en aiguille, moi, j'ai commencé à entreprendre à partir de ces projets-là. Donc, je suis rentré avec le projet de pompe à eau, d'abord au Mali. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai monté avec des partenaires une société de forage hydraulique et minier. Donc, c'était le grand boom minier au Mali. De là, je suis passé à une société d'aviation d'affaires, puisque les principaux clients, c'était les miniers. Et le HR pour les problèmes du Nord. Ensuite, j'ai monté une petite société dans la petite mine, pour l'alluvionnaire, pour faire de la recherche d'or dans les rivières. Ensuite, je suis revenu justement à mes premiers amours, l'informatique, sur le Sénégal, puisque le Sénégal était l'un des premiers pays à être connecté sur Internet et à vraiment avancer sur l'informatique. Donc là, je pouvais vraiment revenir à mon métier d'origine, en fait, de ma formation. Et en fait, je suis venu au Sénégal pour d'abord racheter la carte Oracle avec des partenaires sénégalais, et petit à petit, en analysant le marché, on a lancé le premier intégrateur de services du Sénégal, la société OpenSys à l'époque.
On a fait des beaux projets, comme par exemple ce qui a donné aujourd'hui Orbus Gagné 2000. On a fait toute l'analyse d'import-export du Sénégal. Sur des outils de simulation et de modélisation de process. C'était assez avancé à l'époque. Alors, ce que j'entends surtout à travers ce petit brief, on va dire, de ton début en tant que serial entrepreneur, c'est surtout que tu as longtemps été engagé dans des projets sociaux. Donc, d'abord la pompe à eau, mais ensuite on parle du Nord Mali, les mines, etc. Est-ce que ce côté social-là, il y a une raison particulière qui t'a toujours poussé à t'y intéresser? Est-ce que c'est une histoire familiale ou est-ce que c'est juste un engagement personnel? Alors franchement, en fait, je pense que moi, les projets qui me portent, c'est des projets qui font du sens. Donc c'est vrai que je vais moins m'emballer pour un projet, on va dire, d'import-export, par exemple, même si j'ai pu en faire, que pour un projet structurant qui peut avoir un impact. Donc c'est des choses qui me motivent. Alors j'ai découvert après, et d'ailleurs je suis Ashoka Fellow depuis 2012, que c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Je savais pas que ça existait à l'époque. Mais il n'y avait pas peut-être de nom à l'époque. Ouais, il y avait pas de nom, effectivement, il y avait pas de nom. Et donc ouais, c'est quelque chose qui me parle. Moi, je pense qu'il faut, pour vraiment être transporté et driver mon énergie entrepreneuriale, il faut qu'il y ait du sens, quoi. Je pense que le sens, c'est plus que juste faire de l'argent. Même si au début, j'en avais pas vraiment conscience, Antoine. De ces premières expériences que tu nous as brossées assez brièvement, j'ai quand même envie de te poser la question, laquelle a été la plus difficile et en quoi? Au début, c'était vraiment le retour, parce que moi, j'étais incompris. Alors, j'arrivais au Mali, j'avais quoi? J'avais peut-être 23 ans ou un truc comme ça, et j'étais en train de lancer mes projets. Donc déjà, société patriarcale, gérontocratie, où c'est les vieux qui ont autorité. Donc moi, j'arrive petit jeune, très sûr de moi, malgré l'expérience que j'avais pu avoir au Canada ou autre. Et effectivement, là, bon, on m'écoute plus ou moins, quoi. Bon, après, j'arrive à m'imposer, mais du coup, c'est pas des logiques factuelles qui vont gérer. Donc là, je me confronte d'une certaine manière à des problèmes culturels. C'est pas le factuel et la vie de la boîte qui prime. C'est juste des relations humaines et il faut pas heurter X ou Y en conseil d'administration, même s'il a détourné 100 millions dans la société. Donc là, je comprenais pas, en fait. Je me dis, là, on est en train de tuer la boîte, en fait. Et tout ça pour... et puis ça se gère en arrière. Donc voilà. Donc ça c'est des trucs qui m'ont un peu surpris quand je suis venu et qui quand même étaient très durs. Ce qui fait que d'ailleurs la boîte de forage, moi je l'ai quittée parce que le directeur, en gros, il me demandait d'organiser la prescription aujourd'hui, mais en gros, il me demandait d'organiser le détournement des bénéfices de la boîte avec lui, quoi. Alors que moi, j'étais associé et je me disais, je suis en train de me voler moi-même. C'est quoi ce délire? C'est clair. Mais voilà, lui, c'était sa logique. Il disait, écoute, on est jeunes. Les autres, ils sont déjà milliardaires parce qu'on était associés à des gros opérateurs économiques, commerçants qu'on avait convaincus d'investir. Et voilà, il faut qu'on se fasse rapidement, quoi. Je me disais, mais ça n'a aucun sens, en fait. On peut faire une très belle boîte, faire de l'argent, être payé et générer des recettes. On n'est pas obligé, en plus, de détourner dans la boîte, surtout une boîte privée, quoi. Je me disais, ça se fait dans le public, mais pas dans le privé. Enfin, voilà, donc ça, c'était la grosse surprise de mon retour au pays, on va dire. Bon, bien sûr, la corruption, ça, on n'en parlera pas. C'est toujours surprenant. C'est toujours surprenant. Peut-être ce qui est le plus surprenant, j'ose le dire, hein, mais c'est qu'en fait, les rapports avec la famille changent complètement. Il y a des gens qui me disaient, il faut rentrer, on a besoin de jeunes comme toi, qui ont fait leurs études et tout. Et en fait, il se trouve que je suis rentré, mais j'étais en compétition avec leur business, sans le savoir, parce qu'ils étaient supposés être dans la fonction publique. Et tout d'un coup, les mecs, ils me disaient, non, mais tu sais, pourquoi t'es pas resté au Canada? Et en fin de course, je me rends compte que c'est quelqu'un à qui on donne des enveloppes, quoi. Donc, et une fois, je me rappelle, notamment pour un spécifique, j'ai insisté au conseil d'administration pour que ce soit moi qui amène l'enveloppe. C'était un tonton et je lui ai donné droit dans les yeux, en gros pour lui faire comprendre que j'étais au courant, quoi. Et c'est vrai que c'est terrible, quoi, parce que ça change beaucoup de rapports. Bon, sachant que moi, je restais... j'étais jeune, hein, j'étais très jeune. Hein.
encore dans la vingtaine. Est-ce que à ce moment-là, le plus difficile en fait, c'est cette déception-là par rapport aux attentes humaines, aux attentes qu'on a par rapport aux autres? Disons qu'on se rend compte que les rapports sont différents. C'est-à-dire tout ce on grandit, on nous parle de solidarité africaine, de trucs, de famille, de ceci, et puis tout d'un coup, on passe dans une reality check où finalement c'est un peu la guerre. Hein. Bon après, Dieu merci, il n'y a pas que des cauchemars. Hein. Il y a aussi, moi j'ai des oncles auxquels j'attendais vraiment rien. Et peut-être ce qui est étonnant, c'est que c'est peut-être ceux de qui on n'attend rien. Qui finalement nous déçoivent pas parce que c'est eux qui nous surprennent en fait. Alors c'est quoi la grande leçon de ces expériences-là? Qu'est-ce que tu as emmené avec toi en tant que bagage d'entrepreneur dans les projets qui ont suivi, notamment dans Jocolabs? Après, je dirais déjà le premier truc, c'est qu'il faut se dire, et ça j'ai un de mes grands-pères qui me disait, écoute, même si ton oncle il est ministre des Finances ou ceci ou cela, il faut pas que tu sois du lot de ceux qui apportent des problèmes. En fait, il a que ça toute la journée. C'est pas faux. Et donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'apporte des solutions? Et si j'apporte des solutions, quelles sont-elles? Et quand tu y vas en apporteur de solutions, pas en apporteur de problèmes. Genre, voilà, maintenant je suis là, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que tu peux me donner? Non, c'est voilà, je suis en train de monter ce projet-là, voilà ce que ça apporte pour le pays ou pour telle problématique. Et si vous m'aidez, ça va être encore mieux, on va avoir plus d'impact. Donc ça, c'est déjà un grand changement dans la posture. Après, je dirais ce qui s'est clarifié peut-être dans tout mon parcours entrepreneurial, qui a amené à Jocolab, c'est que justement on a vraiment un temps de crise et on se doit de penser collectif parce qu'il y a que le collectif et le Covid nous l'a bien rappelé. Si on n'y réagit pas de manière collective, on ne pourra pas passer les crises telles qu'elles sont en train de se préfigurer. Et donc dès ce moment-là, chacun a quelque chose à apporter déjà dans la solution. Moi, quand je faisais les pompes à eau, par exemple, je voyais que les experts, soi-disant experts d'ailleurs, venaient et négligeaient complètement ce que leur disaient les paysans ou autres qui avaient une expérience ancestrale en fait de leur lieu. Et en fait, il faut revenir à l'étymologie d'expert, c'est-à-dire expertus, quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. Et on voit bien que du coup, ça élargit le champ de ceux qui peuvent apporter une partie de la solution. Donc ça, premier point. Le deuxième, donc, la question du collectif, qui est très importante, c'est-à-dire on ne peut plus être dans une logique où on est juste là à se préoccuper juste de notre petit intérêt individuel et voir la moitié du monde autour s'effondrer et autres. Je pense que là, ça peut paraître bisounours, mais c'est quand même assez important quand je vois des gens qui une maison à 200-300 millions et juste devant chez eux, il n'y a que des déchets et même pas une voie qui est clean. Ça interpelle, quoi. Je veux dire, on peut pas dire c'est juste à l'État de faire les routes. C'est notre environnement direct. Voilà, donc ça nous revient de toutes les manières, d'une manière ou d'une autre. Les inégalités qu'on creuse vont créer de la frustration et vont créer un niveau d'insécurité qui va augmenter, etc. Donc il nous faut aujourd'hui tous arriver à une certaine responsabilité, à un engagement aussi, qui peut pas être que matériel. Et ça, je pense que c'est très fondamentalement ancré dans nos valeurs africaines. Et c'est de là qu'est parti le projet Jocolab. C'est un état d'esprit aussi, c'est-à-dire le Joko, donc se mettre ensemble pour faire, mais aussi se mettre dans une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire chacun devenir l'entrepreneur. C'est-à-dire je me remonte les manches. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de trop parler, faire des commissions, des trucs. On est là, on essaie de chercher des solutions théoriques pendant 10 ans. Il faut aujourd'hui expérimenter, d'où le lab, donc Jocolab, expérimenter pour faire et voir ça marche pas, voilà, itération et on avance. D'autant plus qu'on a, et là encore, hein, le Covid nous le rappelle aujourd'hui de manière très violente. Il va falloir qu'on fasse vite, quoi, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps pour changer nos manières de faire. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les prospectives nous montrent bien que la crise écologique, la crise économique, etc., qui sont en train de se profiler, c'est là, c'est maintenant là. Tout à fait. Alors, j'entends beaucoup, encore une fois, engagement social et c'est super intéressant, mais derrière entrepreneuriat, derrière je fais, il y a aussi économie. Au moment de la création de Jocolab, il y a un business model derrière? Alors, Jocolab, c'est vraiment un projet fou.
parce que d'abord, c'est la première fois que j'entreprends pas pour moi, j'entreprends pour les autres en fait. Alors, j'ai financé JoCollab au départ. Ceci dit, c'est pas l'objectif de m'en gargariser, mais en même temps, il y a d'autres qui ont mis, et d'autres qui ont mis et leur énergie, et d'autres qui ont mis aussi leur capacité. C'est pour ça qu'on a plusieurs hubs un peu partout. Donc, on a un business model qui est basé aussi sur l'engagement personnel. Et donc, et ça, les gens comprennent pas, parce que c'est pas touchable, c'est pas mangeable, c'est pas matérialisable. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, après la crise Covid, où tous les hubs ont été fermés, cet engagement, il reste des gens, parce qu'ils sont engagés au-delà de juste un intérêt économique pour avoir un impact, ce qui fait que tous les hubs continuent à fonctionner. Donc en fait, on voit bien qu'on est dans un autre modèle. On n'est pas un modèle qui est juste là pour faire de l'argent, et du coup les startups, ça devient notre denrée qu'on va vendre à des venture capitalistes ou à des fonds d'investissement. Mais on est plutôt dans une logique de bienveillance vis-à-vis des entrepreneurs, même s'ils ne le comprennent pas tout le temps, puisque malheureusement on est noyé dans un océan d'acteurs de l'écosystème qui font du buzz autour de l'entrepreneuriat, qui font à la limite plus d'argent que les soi-disant entrepreneurs qui doivent s'en sortir. Que les entrepreneurs eux-mêmes. Mais vous, à la base, lorsque vous mettez en place JoCollab, est-ce qu'à ce moment-là, avec cette équipe-là qui s'est engagée financièrement ou humainement, est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, bon, bah quand même, pour pouvoir faire tourner cette affaire, va falloir qu'on trouve le moyen de générer des revenus? Non, on s'est toujours dit qu'on doit compter que sur nous. Qu'il faut qu'on compte, il faut qu'on puisse tenir avec. Alors les revenus, moi, j'ai jamais fait de JoCollab, j'ai pas de salaire à JoCollab en passant. J'ai jamais fait de JoCollab pour faire de l'argent. Donc dès ce moment-là, ça change tout dans l'approche, puisque je suis parti sur un engagement où moi on doit soutenir JoCollab pour que ça tienne en fait, et qu'on comprenne que ce véhicule-là est un outil collectif. Et donc tous ceux qui s'y engagent doivent en bénéficier. Maintenant. Par contre, si une structure privée, comme par exemple la Société Générale qu'on héberge avec son laboratoire d'innovation à Dakar, vient pour profiter de l'écosystème, et elle dans un business full lucratif, on va leur faire payer pour le coup. Mais la question, c'est pour nous, c'est comme si c'est un nouvel acteur qui fait partie de l'écosystème qui vient, donc on le considère comme un partenaire, on se considère pas comme des prestataires. D'ailleurs, souvent on a des petites frictions avec ces partenaires-là, puisqu'on leur dit, attention, rappelez-vous, on vous parle de bienveillance vis-à-vis des entrepreneurs. Alors, il y a quelque chose qui peut être dangereux aussi dans ce discours-là. Enfin, je pense là aux entrepreneurs ou aux wannabe entrepreneurs. C'est sûr et certain que c'est toujours important d'avoir un impact social important. Mais vous aviez peut-être la chance de pouvoir financer ce projet-là, et de continuer peut-être même maintenant à y injecter des fonds. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, même social, même avec ce label-là, il doit pas y avoir un business model clair pour au moins faire tourner l'affaire? Il faut voir que ce qui est marrant, on a eu une fondation qui est venue d'Angleterre, qui nous a étudié dans tous les sens, qui finançait les hubs en Afrique, qui est venue 1 an après notre création. Ils sont venus, ils nous ont regardé, ils nous ont étudié, on a discuté beaucoup. Ils disent, écoutez, c'est génial ce que vous faites, mais vous allez mourir dans 1 an. Et en fait, on est là, et là, on vient de fêter nos 10 ans. Et donc, ils nous avaient pas financé. Et donc, je pense que ça participe à ce changement de mentalité dont je parlais. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que JoCollab est un outil qu'on a mis en place avec une logique de juste être à l'équilibre, mais d'être au service d'eux. Donc, c'est comme un commun qu'on met à disposition pour tout le monde, en fait. Mais l'idée, c'est que quand vous venez en profiter, normalement, pour ceux... Alors, on a eu de tout, hein, mais c'est le plus dur, d'ailleurs. Là, c'est mon cauchemar, pour le coup. C'est d'arriver à comprendre que ce qui va te permettre de passer à une autre étape, parce que le tout est plus riche que la somme des parties. Donc, ce que tu ne pourras pas faire individuellement et que tu vas réussir à faire parce que tu es dans l'écosystème JoCollab et que tu puisses t'appuyer sur JoCollab, en fait, il faut que quand tu évolues, que tu comprennes que tu n'évolues pas uniquement individuellement et que tu puisses reverser au collectif. C'est ce qui fait qu'en fait, on a des liens très forts avec beaucoup de gens qui ont envie de redonner à JoCollab, qui savent pas forcément comment d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas forcément encore toutes les réponses, mais du coup on a comme ça tout un réseau qui fonctionne et qui est très fort et qui est très solide.
avec Et de manière concrète, est-ce que tu peux me dire un peu de manière concrète à quoi ça ressemble? Maintenant, juste pour finir ce point, c'est qu'effectivement, JoCollab, et c'est peut-être ce qui est délicat, hein, parce que je vois des jeunes qui lancent des hubs et autres, et en fait, il n'y a pas d'argent dans un hub. Il faut même pas se tromper, hein. Sauf si c'est fait pour vendre de la start-up. Or, on est dans un environnement où il faut créer les conditions pour que des jeunes porteurs de projets puissent se réaliser et passer à l'échelle pour réussir à faire des beaux projets. Personne n'investit, et ça j'insiste, hein, et j'ai porté Digital Africa avec un financement de 65 millions d'euros de l'AFD avec le soutien d'Emmanuel Macron, pour amener des réponses à ce segment-là. Personne n'investit entre 0 et 500 000, voire 1 million d'euros. Donc le premier démarrage, là où le jeune il galère le plus, personne n'investit dedans en fait. Donc en fait, on a que du bricolage partout. Donc il nous faut nous-mêmes apporter nos réponses. Et c'est ça qui se passe en fait. Ce que je trouve génial en fait avec tout ce mouvement qui est en train de se faire, c'est qu'on a des jeunes qui eux ouvrent des hubs et attendent plus personne en fait. Ils attendent plus l'État, ils attendent plus des acteurs X, Y qui vont leur faire des hubs. Eux-mêmes ils créent leur hub et ils essaient de se débrouiller. Donc ça c'est c'est cette dynamique-là qu'on veut voir se développer, où les gens se prennent en main et se développent. Maintenant, les projets privés ou projets qui vont leur permettre de générer des revenus réels. Ça, on peut les trouver dans la voie. On peut avoir un engagement qui crée quelque chose dans lequel, d'ailleurs, on apprend, on développe et on apporte quelque chose qui a un impact social. Et de l'autre côté, on peut avoir son business, très business, où on va aller vendre des prestats à des ONG, à des privés ou autres. Ça me fait penser aux grandes business schools américaines qui vendent entre guillemets, hein, j'utilise ce terme-là, mais qui vendent vraiment beaucoup leur réseau, parce que quand on y va, c'est vrai qu'on y va, on est engagé, on apprend beaucoup, mais au sortir de là, on sort surtout avec un énorme réseau qui nous permet de faire des choses sur le côté et puis de développer après des projets à fort impact. En fait, il y a plusieurs dimensions dans ce cas. Là, vous voyez, il y a l'apprentissage, il y a le réseau dans son domaine d'expertise, et il y a d'autres croisements qu'on peut faire. Et bien sûr, on a développé la dynamique internationale dès le départ, avec l'idée que, en fait, nos marchés sont trop petits. Donc, un entrepreneur qui vient. Donc, il faut distinguer le projet de JoCollab en lui-même de l'entrepreneur qui, lui, va venir s'engager dans JoCollab et qui pourrait après aller s'installer au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, dans les JoCollab là-bas, et retrouver le même état d'esprit et déployer son projet. Et s'il est intelligent, en fait, au lieu d'aller se créer un bureau avec où il va payer des 1000 et des 100, en fait, il essaye au départ de se développer dans cet espace-là qui lui facilite son implémentation. Ça, moi, je l'ai retiré de mon parcours d'entrepreneur. Parce que quand j'allais ouvrir un nouveau bureau, c'était l'enfer, en fait. Chaque fois qu'on va dans un nouveau pays, et on est obligé au bout d'un moment, parce que le marché local est trop petit, d'aller dans les autres pays. Donc si on a on va en parler, Karim, justement, parce que il faut pas que tu nous brosses ça, il faut que tu nous racontes vraiment les cauchemars. Quand tu viens de me dire c'était l'enfer, j'ai envie de savoir exactement mais pourquoi, quels étaient les blocages. C'est aussi ça qui nous permet de comprendre les difficultés qu'il y a encore dans nos différents écosystèmes. Mais avant d'en arriver là, tu me disais le marché local, il est trop petit. Parle-moi un peu plus de ça, de ces contraintes-là, de ces défis, de ces difficultés qu'il y a dans l'écosystème local. Là, je dirais, après, ça dépend vraiment du business dans lequel on est. Mais clairement, je sais qu'on avait fait une étude à un moment à Optique, l'organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication du CNP Sénégal. On avait vu que 65% des boîtes exportaient dans la sous-région. Mais en fait, ils n'avaient pas le choix. C'est que, à un moment donné, le temps qu'elles contractent un nouveau business au Sénégal, il faut qu'elles payent leurs employés, il faut qu'elles payent leurs charges, il faut qu'elles payent tout. Donc, si on n'a pas de rentrée, on fait comment? Et donc, il faut élargir le potentiel de clients. Et pour ça, si le marché ici est fermé, et on a une chance incroyable, pour le coup, qui est un peu un rêve, c'est d'être partie prenante de l'UVOA. Et ça, nos gens n'en profitent pas assez, nos entrepreneurs. Parce qu'en fait, on a libre circulation d'accès, on a le même code des marchés, enfin globalement on a le même code du commerce avec l'OHADA, etc. On a le même compta, donc on a quand même pas mal de choses qui sont assez similaires. On a la même monnaie et donc on peut bouger. Et puis en plus, Dieu seul sait la circulation des peuples, donc on peut bouger. Alors maintenant, ça nous ouvre un marché plus large. On pourrait dire, il faut se dire,
comme si on était dans un État fédéral. On s'ouvre sur d'autres marchés qui vont être Abidjan, Bamako, Niamey, etc. Mais toi, au niveau de Jocolab, est-ce que, qu'est-ce qui motive l'ouverture de nouveaux bureaux? C'est l'esprit, c'est la vision, ou c'est aussi cette volonté-là d'aller sur des marchés plus grands pour accompagner des entreprises qui ici trouvent leurs limites tout simplement? Alors moi, mon ADN a toujours été international, hein, donc depuis ma naissance, de toutes les manières, j'ai grandi en plus en plusieurs pays, donc j'ai vraiment un mindset très international. Après, l'idée, c'est que justement, on sait, de par mon parcours, que il faut trouver les réponses au niveau global. Et encore une fois, comme Jocolab se voulait une réponse à des problématiques globales, on était obligé d'avoir d'autres points de vue. On peut pas avoir juste le point de vue du Sénégal et dire qu'on va apporter une réponse à l'Afrique. Donc c'est un bout de la réponse, mais après il faut la travailler et l'adapter au niveau local. Donc il nous faut des hubs différents endroits. Et donc de la même manière que Dakar peut pas apporter la réponse à Saint-Louis ou à Ziguinchor. Et d'ailleurs, vous voyez que là on a ouvert à Saint-Louis, on a un pont à Ziguinchor, etc. Donc on a une action à l'intérieur aussi, parce que ça fait pas de sens d'être juste sur Dakar. Et même sur Dakar, on devrait avoir Pikine, etc. Enfin bref. Et donc c'est vraiment ça, cette logique en réseau qui nous anime. Mais pour ça, le premier point que nous on va regarder, c'est l'entrepreneur qui veut le faire. C'est-à-dire si on suivait juste le buzz, on veut être cool et ouvrir partout, en fait aujourd'hui on aurait peut-être 500 Jocolab. Mais nous, on a tout un process où au départ, on demande à l'entrepreneur qu'est-ce qui le motive. On lui fait bien comprendre qu'il va pas faire d'argent avec Jocolab. C'est vraiment un projet à but non lucratif. Donc, il va entrer dans un réseau, entrer dans une dynamique collective. Voilà. Mais s'il s'attend à devenir milliardaire avec Jocolab, il s'est trompé de chemin. Et donc ça, parce qu'il faut voir qu'aussi on remplit des missions de service public en fait. Hein. Vous allez en France ou dans d'autres pays, vous avez l'agence de développement local qui va venir vous aider à lancer votre entreprise et autres, parce que c'est dans l'intérêt du pays de développer l'entrepreneuriat et les entreprises. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien le Sénégal, la DER est en train de le faire. Et là, par contre, c'est un peu dommage, c'est-à-dire c'est là où il y a vraiment toute une logique de partenariat à développer, où à mon avis, l'État devrait venir encourager et animer une dynamique collective versus essayer de se substituer. Et ça, on le voit bien, il y a plein de ministères qui lancent des initiatives. Voilà, comment est-ce qu'on avance collectivement? Je crois que c'est ça la grosse question. Il y a une véritable question. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est développé, hein, ce qui fait que là, par exemple, on vient d'ouvrir à Saint-Martin, en France, dans les Caraïbes. On vient d'ouvrir un Jocolab, de la même manière qu'on ouvre un à Basse-Terre, en Guadeloupe. Alors, ça m'intéresse de savoir maintenant les défis que tu as rencontrés dans l'ouverture de tes premiers bureaux, parce que j'imagine que c'est toujours difficile, mais que maintenant, c'est plus ou moins rodé, en tout cas au niveau du système, de la systémisation, etc. Mais au début, ça n'a pas dû être évident du tout. Quels ont été tes plus grands cauchemars? Dans quel pays ça a été le plus compliqué? Parle-moi un peu de ce développement à l'international-là et de ces défis. C'est ce que je dis, c'est que là, en fait, vous savez, l'entrepreneuriat social, c'est l'entrepreneuriat avec ses difficultés multipliées par 10. Pourquoi? Parce que justement, l'objectif de l'entrepreneuriat social, c'est d'avoir un impact social. Alors, j'ai d'autres projets qui sont purement business, et là, on se fatigue moins, entre guillemets. Maintenant, la différence, c'est que dans tous les projets que je fais, j'essaie d'intégrer une dimension sociale, puisque c'est quelque chose qui m'importe. Maintenant, sur Jocolab, du coup, comme je l'ai dit, l'objectif du Jocolab, c'est pas de faire de l'argent. Donc déjà, au départ, c'est de trouver des gens qui sont dans cet état d'esprit, qui sont à un niveau, en fait, de leur développement de business. Et là, c'est ce qu'on appelle, nous, les leads pays. Donc, Seydou au Mali, Cheikh Omar Ouedraogo au Burkina, Philippe Kofi en Côte d'Ivoire, Marème Malong au Cameroun, et j'en passe, qui sont à une étape de leur vie où ils se disent moi j'ai envie de faire un truc aussi pour avoir un impact et d'apporter ma pierre au développement de mon pays, et donc pourquoi pas, je vais soutenir un Jocolab. Et donc c'est comme ça que ça part. C'est pas on a un financement de la fondation chez PAX qui nous dit allez là-bas, et puis le jour où ils enlèvent les fonds, on est mort. Donc c'est des gens qui sont dans le territoire,
en fait, c'est se responsabiliser. C'est-à-dire, si on attend, ça fait 60 ans qu'on se plaint des politiques de développement, là, à dire, il y en a marre, il faut qu'on s'autonomise, qu'on arrête de nous infantiliser, qu'on puisse compter sur nos propres forces. Quelqu'un qui se développe pas sur ses propres forces, il se développera jamais. Donc, c'est voilà, de trouver ceux qui sont des entrepreneurs, qui sont dans cet état d'esprit. Alors peut-être le premier choc, c'est qu'on se rend compte que nos grands entrepreneurs sont pas dans cette logique-là. C'est-à-dire nos milliardaires et autres, j'en connais, hein, les vois, et c'est à peine s'ils font de la RSE. Et tu vois qu'ils nous disent ouais, c'est compliqué, c'est fatigant, etc. C'est bien dommage parce qu'on aurait bien besoin d'eux. Mais je pense, je démords pas, ils vont finir par y arriver. Inch'Allah, bientôt. Et on voit d'ailleurs, il y a une étude d'Ashoka qui est sortie dernièrement. On se rend compte que quand il s'agit de programmes en Afrique, ils donnent des $10,000. Et quand il s'agit d'aller faire un événement avec Bill Gates aux États-Unis et autres, ils donnent des $250,000. Donc on voit bien qu'on est dans des logiques de marketing, plus que c'est assez déphasé. De promotion personnelle, plus que d'engagement. Et nous, vous voyez, je vous ai donné des noms, c'est des noms qui vous parlent pas, mais c'est des gens qui font tenir des hubs aujourd'hui dans tous ces pays-là. Et qui franchement, on va pas se lancer des fleurs, mais je pense que si vous avez entendu parler de Jocolab, c'est que mine de rien, on a quand même eu un impact. On a apporté des choses dans le paysage et digital et entrepreneurial. Alors, juste une petite question ici, Karim, avant de te laisser continuer. À ton avis, notamment au Sénégal, hein, pour parler d'un pays que je connais, qu'est-ce qui explique justement ce manque d'engagement social-là de nos grands chefs d'entreprise, de nos grands dirigeants, de ces milliardaires-là, comme tu dis? On sait que, par exemple, quand il s'agit de religion, ils n'hésitent pas à donner beaucoup d'argent, mais dès qu'on parle entrepreneuriat, économie, social, impact, c'est un peu plus frileux. À ton avis, qu'est-ce qui explique ça? Moi, je sais pas. Bon, déjà, même religieux, moi, je vois que chaque fois que je fais la zakat, je suis surpris de voir que tout le monde est surpris et j'entends des gens me dire, ah, mais non, moi, je le fais tout au long de l'année. J'essaie d'expliquer que c'est la sadaka et c'est pas la zakat. Donc déjà, je pense que si tout le monde faisait sa zakat, déjà, on aurait moins de problèmes. Maintenant, je sais pas, franchement, là, j'essaie même pas de juger ou de trucs. Chacun est face à lui-même. Je sais qu'une fois, on a eu pas mal de discussions sur cette question de la philanthropie et les gens ont dit oui, mais le problème c'est quand on commence à faire ça, et nous, moi j'ai eu ce problème-là au Sénégal, hein, on dit qu'on veut faire de la politique et puis on commence à nous indexer et on commence à avoir des redressements fiscaux, des trucs et autres, donc on préfère rester loin de là. En plus, c'est pas défiscalisé comme aux États-Unis. Bon, ça, pour moi, c'est une mauvaise excuse, mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, je trouve qu'ils n'ont pas le cadre qu'il faut pour. Maintenant, moi, j'ai eu ça. Hein, c'est-à-dire, quand j'ai lancé Jocolab, je sais que j'ai, à l'époque, il y a 10 ans, un conseiller de la présidence qui me dit, mais ton histoire, là, c'est quoi? Tu veux faire de la politique? Parce qu'eux, ils n'ont qu'une analyse politique des choses. Je dis non, si je voulais en faire, j'en aurais fait il y a longtemps. Pas du tout, c'est vraiment un truc pour voilà, je pense que il y a des amalgames en fait qui sont faits encore lorsqu'on essaie de s'engager avec de fortes sommes d'argent, on pense qu'il y a toujours finalement un dessin derrière. C'est peut-être une des raisons qui explique ça. C'est peut-être une des raisons, mais après je pense que vraiment c'est très individuel. Je sais qu'il y en a qui. Est-ce qu'ailleurs en Afrique c'est différent? Bah alors, fut un temps, on nous disait que par exemple au Nigeria, il y avait 180 jets privés pour 2 fondations. Donc, quand on sait le coût d'un jet privé, voilà, ça calme, quoi. Non, je pense que c'est là où je parlais aussi d'approche, mais ça commence, hein, je commence à avoir des jeunes entrepreneurs à succès qui commencent à dire il faut qu'on fasse quelque chose pour le pays. Bon, on voit, il y a le cercle des investisseurs sénégalais, on voit d'autres au niveau du CNP qui discutent pour voir comment ils peuvent avoir un engagement. Donc, c'est en train de monter ce sujet, je pense. Et ça, c'est très intéressant. Alors, on n'a pas fait le chemin. Sinon, les gens font des choses très discrètes et de manière très individuelle. C'est peut-être là où, du coup, on perd un peu en impact collectif, encore une fois. Quels sont les autres défis sur ce développement à l'international? Là, le premier, tu viens de nous le dire, c'était un défi financier, mais aussi un défi de vision, trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Voilà, c'est comme dans tout business, c'est de trouver le bon associé, en fait. L'histoire de tout business, si on n'a pas le bon associé, en fait, ça risque de mal se passer au bout d'un moment. Donc, c'est d'avoir les mêmes valeurs, et la vision, elle se travaille, on la discute ensemble.
Et si vous n'avez pas les mêmes valeurs, c'est mort. Quand je vous parlais tout à l'heure de ce directeur associé qui voulait me faire détourner dans notre boîte, ça, on n'y peut rien. C'est des valeurs, donc c'est mort. Donc, il faut vraiment s'assurer que, voilà, ça peut pas être que l'argent qui vous réunit, ou le projet. Et donc, il faut vraiment quelque chose, et c'est ça que vous allez traverser le temps. Hein. Ensuite, le deuxième truc, c'est que chaque pays a ses complexités. Et vous voyez bien que nous, si on parle par exemple d'entrepreneurs, avec l'objet de Jocolab qui vient pour ça, en fait, chaque pays a son économie et donc son potentiel entrepreneurial. On voit bien, il y a des pays faciles, Côte d'Ivoire, Sénégal, il y a une économie qui est relativement dynamique et qui fonctionne. Et quand vous allez sur le Mali, par exemple, avec toute la crise qu'on connaît, tenir un Jocolab là-bas, je peux vous dire que c'est pas de la blague. Donc, et nous, on est un peu partout. On n'est pas que dans les pays sexy qui vont bien. Donc, on est en Gambie, on est au Burkina Faso, on est dans pas mal de zones. Là, on vient d'ouvrir à Pointe-Noire, etc. Donc, je veux dire, c'est assez challenging. Du coup, il faut que la personne comprenne bien il faut trouver le modèle local, d'où la dynamique d'entrepreneuriat, encore une fois. Parce qu'en fait, c'est pas, on a un même principe, on a les mêmes idéaux et caractéristiques en termes d'objectifs et de ce qu'on veut faire. Mais de l'autre côté, chaque territoire doit trouver aussi sa propre dynamique pour arriver à implémenter cette approche. Alors, comme je disais, on est même en France ou autre, et donc c'est chaque pays a ses spécificités. Donc ça, il faut bien les comprendre et arriver à les intégrer dans le modèle. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter par rapport à ces expériences-là que tu as eues dans divers pays avec divers collaborateurs, avec finalement des personnes de différentes cultures? Une fois, je sais qu'on était comme Jocolab avait un projet social au départ. Vous savez, au Bénin, à un moment, on a hésité à fermer. Et il y avait 3 jeunes en fait qui tenaient Jocolab là-bas. Et donc on se disait est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir? Ils n'ont pas forcément les moyens, etc. Et ils sont assez jeunes et tout. Et en même temps, le projet est là pour soutenir les jeunes. Donc on a dit chiche, on va essayer de le faire. Et donc ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris un petit local appartement et nous on joue le jeu. Donc on les trucs. Et comme le projet est aussi un projet qui fait du bruit, qui est international, donc on a été invité par la présidence pour le lancement d'un grand programme Semicity au Bénin. Et donc on y a été avec ces jeunes qui n'étaient pas du tout habitués à être dans ce type de fora pour dire voilà, c'est eux, c'est Jocolab au Bénin, c'est des jeunes qui font des trucs. Et on voit bien le décalage qu'il y a. C'est-à-dire là, on se retrouve avec des gens qui disent on est là pour aider l'entrepreneuriat, et puis tout d'un coup, ils sont en face de jeunes qui sont cet entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas que des petits jeunes avec leur Mac et leurs petites lunettes qui vont bien. C'est les gars qui sont là, c'est tous nos jeunes du cru, là, qui sont là. Et donc là, on avait un vrai échange assez vrai, c'était vraiment assez émouvant d'ailleurs. Et voir ces jeunes qui se battaient pour essayer de tenir un espace à côté de leurs activités, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a fait. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Ils n'ont pas pu tenir le truc. Et puis c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'appui. Mais voilà, l'effort était là et nous on a essayé de les soutenir parce que c'est l'esprit du projet. On s'est dit si on ferme juste parce que ils n'ont pas forcément le profil, mais en même temps on a appris que il faut aussi qu'on mette un minimum de conditionnalité pour être sûr que le projet puisse tenir dans le temps, quoi. Mais bon, on laisse quand même la chance parce que l'entrepreneuriat c'est aussi ça, c'est-à-dire on peut pas préfigurer, vous savez, Steve Jobs, Steve Jobs, c'est facile, c'est pas un exemple africain, mais bon, je pourrais me citer moi, mais voilà. Quand il voulait lancer son projet, les gens lui ont dit écoute, ça fait aucun sens, ils l'ont dégagé, et aujourd'hui, je pense que celui qui l'a dégagé, il doit pleurer, quoi. Moi, quand je voulais lancer une société d'aviation d'affaires au Mali, je me rappelle au début, tout le monde disait que c'était impossible, et puis quand je l'ai lancé,
Finalement, c'était une autre histoire. Donc voilà, donc c'est toujours impossible tant que c'est pas fait. Donc je pense qu'il faut donner sa chance aussi aux entrepreneurs, ça fait partie du projet. Et voilà, on garde des liens avec ces jeunes-là, même si on n'a plus de hub au Ghana. Ouais. Bah écoute, ça se comprend, c'est comme ça. Il faut savoir s'ajuster au fur et à mesure selon ce qui se présente à nous. J'ai envie de parler maintenant. Il nous reste à peine quelques minutes, mais très rapidement de l'impact du Covid sur Jocolab, de manière générale aussi sur toi en tant qu'être humain, sur ton psychique en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée de cette pandémie, on va dire, dans notre univers? Alors moi, ça a été un gros choc, parce que vous savez, depuis 2-3 ans, j'étais en train de faire le tour de l'Afrique aux côtés d'Emmanuel Macron et en portant plus concrètement le projet Digital Africa, donc pour le digital en Afrique, qui a justement pour vocation d'apporter des solutions aux jeunes entrepreneurs, et on a lancé 4 dispositifs de plus de 15 millions d'euros pour accompagner l'investissement business angel, enfin tous les premiers étages de l'escalier dont je parlais, les premières marches de l'escalier dont je parlais tout à l'heure. Et donc en fait, je voyais pas le temps passer, parce que quand on est dans ce genre de dynamique, et tout d'un coup le Covid nous a tous freinés et arrêtés. Moi, je suis venu au Sénégal parce que ma famille est au Sénégal, et donc je me suis rendu compte que j'étais pas assez souvent au Sénégal, plus assez souvent au Sénégal déjà. Et moi, je me suis reposé et je me suis dit, mais attends, finalement, on fait quoi là? Et donc, j'ai démissionné de la présidence de Digital Africa je suis encore membre du conseil d'administration et bien sûr, j'accompagne, parce que j'ai mis en place une équipe opérationnelle. Donc, j'aurais dit, bah, c'est bon, moi, j'ai fait ma part, je me réinvestisse. Et puis, quelque chose de très fort, c'est qu'on a vu que toutes les frontières ont été fermées. C'était un peu triste, c'est-à-dire plutôt qu'une démarche collective, donc ce à quoi moi j'invite tout le monde depuis plus de 10 ans, on se retrouve dans une logique où tout le monde, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et là, ça veut dire qu'aussi, il faut vraiment qu'on développe nos capacités de réponse locale. Et je suis convaincu qu'on avait commencé avec Jocolab. Donc je me suis dit, il faut qu'on accélère le mouvement en fait sur le continent, de développer nos capacités de réponse locale. En relation avec l'international ou autre, mais voilà. Donc du coup, je me suis vraiment réinvesti localement. Il y a une super initiative qui avait été impulsée par Optique pour justement créer une dynamique collective, donc qui va complètement dans le sens des valeurs que je porte, où on a retrouvé plus de 400, c'était Dan Covid-19. On a retrouvé le ministère de la Santé qui exprimait ses besoins, avec le ministère de l'économie numérique qui aidait à structurer ces besoins-là, Optique, donc le patronat, mais aussi des entreprises qui n'étaient pas membres d'Optique, aussi des organisations associatives, des ONG, des individus tout simplement qui avaient envie d'apporter leur pierre. Donc vraiment un truc incroyable. Où on se retrouvait plus de 500 mobilisés à essayer de faire des réunions tous les jours en mode vraiment pour apporter des solutions. C'est incroyable ce qui a été déployé. Et donc on voit qu'on a les ressources et les ressorts en fait pour le faire. Et ça, je pense que ça montre une nouvelle approche justement, et ça confirme pour moi la possibilité de s'engager collectivement pour trouver des réponses à des vrais problèmes qu'on a. Et donc là, c'est un des axes sur lesquels je travaille aujourd'hui. Et ça, quand on le met tout de suite en lien avec des dynamiques qui peuvent se faire à l'échelle africaine ou internationale, de gens qui sont dans le même état d'esprit, on voit bien que voilà, la réponse elle est là, et on a beaucoup plus de capacités qu'on peut l'imaginer quand on reste dans des solutions. Donc voilà, donc le Covid, c'est une grosse remise en question. Pour Jocolab, ça a été aussi un crash test intéressant, parce que comme je l'ai dit, nous le réseau dépend aussi beaucoup de l'engagement des leads qui sont dans chaque pays, et en fait ils se sont tous réengagés. On a aussi repris une dynamique collective plus forte, et donc là c'est assez intéressant de voir que finalement malgré les 4 mois de fermeture sans coworker et autres, chacun continue à tenir les hubs et les initiatives, et ça c'est plutôt encourageant. Donc encore une fois, il faut s'asseoir sur ses propres forces et construire à partir de là pour mieux préparer le futur.
Alors, ce que j'aime bien, en tout cas, dans tout ça, c'est qu'il y a un message de positivité qui clairement est transmis aujourd'hui. J'espère que tous les auditeurs qui nous écoutent aussi l'ont senti comme moi. C'est que oui, il y a des problèmes. On arrive absolument à les indexer, à mettre le doigt dessus, mais aussi on a des solutions en tête, des solutions qui nous ressemblent, des solutions qui sont pensées par rapport à notre génération, nos cultures, mais aussi au futur et à l'univers, l'écosystème universel dont on fait partie. Et ça, je crois que c'est un beau message quand même dans l'entrepreneuriat, même face au Covid, réussir à trouver voilà ces forces-là pour continuer à se réengager les uns auprès des autres. Moi, c'est surtout ce que j'entends. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot, Karim? En tout cas, j'encourage tout le monde à entreprendre. Hein. Vous savez, de toutes les manières, quelque part, on n'a pas le choix. On nous dit qu'il y a sur 100 personnes, il y en a que 10 qui vont trouver un emploi, si je prends le Sénégal. Donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas une option, ça devient presque une obligation. Tout le monde n'est pas entrepreneur, hein, soyons clairs. Donc, si c'est pas le cas, vous avez forcément un talent à mettre à disposition à une équipe. Donc, il faut trouver la bonne équipe et le bon projet qui vous porte. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat est tellement difficile qu'en fait, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, moi, c'est ce que je fais. On compte plus ses heures et en fait, on sent pas qu'on est en train de travailler. Donc trouver ça, c'est comme toi, hein, je sens que tu aimes ce que tu fais et tu le transfères très bien. Et voilà, et du coup, je suis sûr que des fois, tu n'as même pas l'impression de travailler, quoi. Et ça va nous prendre notre énergie à tous pour inventer le futur ensemble et trouver des solutions. Donc voilà. Vous avez des problèmes, mais il y en a d'autres qui l'ont passé. Donc d'où aussi l'importance d'avancer collectivement, partager justement avec d'autres entrepreneurs. Et ça se fait dans ces hubs. Il n'y a pas que Biocolab, il y en a d'autres, heureusement, et donc qui vont permettre justement de passer certaines épreuves plus facilement. Merci beaucoup, Karim. Si, je pense que c'est effectivement une bonne phrase de fin, c'est qu'il faut essayer de travailler, d'avancer, de trouver des solutions collectivement. Ça se fait dans ces hubs, ça se fait aussi dans l'émission Cauchemar d'entrepreneur. Le partage d'expérience, ça sert à ça. On se dit à très bientôt et puis je te souhaite surtout beaucoup de courage dans la suite de tes affaires. Merci Mariama. Merci Karim. Merci pour ce que tu fais. Ouais. Les astuces de l'expert. Nous sommes arrivés à ma rubrique préférée de l'émission, c'est donc les astuces de l'expert. Vous le savez, à chaque émission, on essaye de vous donner des conseils, des outils pour rester résilient, notamment face à la crise Covid-19 qui est entrée au Sénégal il y a déjà plusieurs mois. Et aujourd'hui, pour parler outils, pour parler résilience et stratégie, je suis avec Aminata Ali, qui est coordonnatrice de la cellule partenariat, communication et mobilisation des ressources à la DER. La DER, vous le savez, c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Aminata, bonsoir. Bonsoir, Mariama. Alors, Aminata, première question que j'ai envie de te poser, c'est comment comment a été cette expérience d'être chargée de la communication dans une organisation comme la DER durant cette crise Covid-19? Alors, merci pour la question. Alors, ça a été une expérience très intéressante dans le sens où il a fallu agir très, très rapidement. Vu que nos bénéficiaires étaient forcément très impactés par la crise. Donc, dès le début, il a fallu trouver des solutions d'urgence, notamment avec les reports d'échéance, entre autres, et également des crédits pour le fonds de roulement, afin d'assurer leur résilience, pour qu'ils puissent un peu gérer certaines charges, notamment tout ce qui est location, charges salariales, etc. Il était impératif pour nous d'agir très, très rapidement sur ces points-là. On sait qu'une organisation comme la DER est aujourd'hui vue comme vraiment étant centrale dans l'écosystème de l'entrepreneuriat sénégalais. Beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils soient dans le secteur formel ou informel, ont attendu d'organisations comme la vôtre un appui, un soutien de manière très concrète. Qu'est-ce qui a été fait et surtout comment vous avez communiqué sur ce qui a été fait? Alors, comme je l'ai dit, d'abord, nous avons pris un certain nombre de mesures d'urgence. La première a été de suspendre les remboursements, pour 3 à 6 mois pour nos bénéficiaires, mais également de leur octroyer des financements pour le fonds de roulement, afin de leur permettre de prendre en charge un certain nombre de charges. Donc ça, c'est la première mesure
Il a également été financé un certain nombre d'activités pour la riposte entre guillemets contre la propagation du virus. Donc nous avons le programme 10 millions de masques par exemple qui a été financé. Nous avons également des financements dans l'horticulture, notamment sur l'oignon et la pomme de terre, parce qu'il y avait énormément de production qui ne pouvait pas être commercialisée dans le sens où les grands centres de commercialisation étaient fermés, donc notamment les marchés, les transports étaient suspendus également. Il y a eu des financements pour le numérique, spécifiques au numérique, environ 500 millions pour le numérique, qui ont été octroyés à des bénéficiaires, soit parce qu'ils étaient impactés par la Covid ou parce qu'ils avaient des projets innovants dans le cadre de la riposte. Donc, globalement, voilà les mesures qui ont été prises. Nous tournons autour de 14 milliards qui ont été injectés dans l'écosystème pendant cette période-là. Alors, tu as un rôle quand même central, justement, au sein de la DER, en étant coordonnatrice des programmes et aussi de la communication. Quels ont été tes challenges pour communiquer sur, justement, toutes ces mesures de dernière minute, ces solutions de crise? En bref, comment on communique en temps de crise dans une organisation comme la tienne? Quels canaux, quels mécanismes? Alors, d'abord, nous avons privilégié la communication de proximité. Donc, il fallait que chaque entrepreneur, pendant cette période assez challenging, puisse sentir que la DER et ses partenaires financiers et techniques étaient là. Donc, d'abord, il y a eu énormément de sensibilisation à l'endroit des bénéficiaires, énormément de visites sur le terrain pour voir ce qu'ils avaient comme contraintes et comment il fallait adresser ces contraintes-là. Et puis après, nous sommes passés à une autre phase qui était plutôt télévisée, si on veut, où on montrait ce qui était en train d'être fait, mais également dans le cadre de la relance que nous entamons, comment il faut impérativement positionner les produits locaux au cœur de nos habitudes de consommation, parce que ce n'est que comme ça que nos entrepreneurs pourront s'en sortir. Ce que la DER apporte aujourd'hui comme solution en termes de financement et d'assistance technique pour ces entrepreneurs-là. Et enfin, le digital, toujours par rapport aux mêmes aspects de communication sur ce qui est proposé aux cibles, mais également des posts pour montrer, pour assurer leur ouverture au marché. Aujourd'hui, vous verrez sur les réseaux sociaux, par exemple, beaucoup de posts qu'on appelle les leaders, où on montre le savoir-faire de nos entrepreneurs et où on donne des indications sur comment acquérir leur production ou les produits, en tout cas leurs solutions. Donc voilà un peu comment nous avons géré cette communication-là. Beaucoup de communication de proximité, beaucoup de sensibilisation et également mettre nos entrepreneurs au devant de la scène pour montrer ce qu'ils avaient à offrir. Et l'idée derrière, parce que nous préparons, après la résilience, nous préparons la relance, l'idée derrière, c'est de positionner le Sénégal en tout cas de positionner les produits locaux, comme éléments centraux dans notre consommation. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que nous changions de paradigme, il faut que nous tirions des leçons de cette crise-là. Et la leçon majeure, c'est que nous devons impérativement privilégier la consommation de produits locaux. Alors effectivement, beaucoup de canaux ont été utilisés, Aminata, la sensibilisation via la communication de proximité, les visites sur le terrain, mais il y a un canal que tu as oublié, c'est le partenariat avec l'émission Cauchemar d'entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup parlé de la DER et des programmes que vous avez mis en place justement pour soutenir les entrepreneurs. Effectivement, partenariat non négligeable qui nous permet aujourd'hui de revenir sur les missions de la DER, mais spécifiquement en donnant la parole aux chargés de programme qui, dans leur secteur respectif, reviennent dans les détails sur les stratégies d'intervention, mais également comment postuler et qu'est-ce qui peut être attendu de nous dans les semaines à venir. Tout à fait. J'espère que toute la communauté d'entrepreneurs qui nous écoute a pu se servir de tous les conseils, toutes les directives qui ont été données par les différents chargés de programme. C'est pour ça qu'on est là. C'est aussi pour appuyer cette résilience de la communauté d'entrepreneurs. Alors, il y a un côté que j'ai envie de développer, c'est le côté psychologique de tout ça. C'est vrai que c'est bien d'appuyer les entrepreneurs au niveau financier en mettant en place des programmes, en communiquant et en étant proche de ceux-ci. Mais est-ce qu'il y a eu un programme de soutien un tout petit peu
psychologique pour accompagner ces entrepreneurs qui du jour au lendemain se sont retrouvés face à une crise qu'ils n'auraient jamais pu voir venir? Est-ce que ce sont des choses qui ont tendance à vouloir être développées au sein de l'ADER? Je dis ça parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas le moral, on n'a pas le mental, c'est difficile de continuer à entreprendre même quand on reçoit les financements, Aminata. Effectivement. Alors, pas spécifiquement de programme à proprement parler. Par contre, nous avons développé une certaine, comme je disais tout à l'heure, une certaine proximité avec nos entrepreneurs. Donc, vous avez des entrepreneurs champions, entre guillemets, de l'ADER qui sont comme une famille pour nous. Et nous avons des relations particulières qui nous permettent d'avoir des discussions au quotidien avec eux. Aujourd'hui, ils nous font part de leurs inquiétudes, etc. Et nous les conseillons, comme les chargés de programme l'ont fait pendant cette émission, nous les conseillons sur comment gérer cette crise-là au-delà de l'aspect business. Il est arrivé dans le cadre de ce soutien-là que le délégué général, à plusieurs reprises, se déplace pour visiter des entrepreneurs impactés. Et je pense qu'au-delà de l'accompagnement qui a suivi, c'était plutôt l'aspect humain, tout simplement. Qui a primé et je pense qui a fait de l'effet auprès de ces entrepreneurs-là, qui à un moment ne savaient plus à quel sein se vouer ou ne savaient tout juste pas quoi faire et avaient besoin de ce soutien-là. Donc il est arrivé que soit le délégué général se déplace seul ou que nous nous déplacions pour voir des bénéficiaires ou que nous leur parlions au téléphone pour voir un peu comment ça se passait, les encourager. Voilà, ce sont des choses qui ne devraient pas être négligées. Ça peut sembler tout insignifiant, mais ça a toute son importance dans la résilience ou la réaction qu'un entrepreneur peut avoir, parce que ça peut être très difficile et on peut être ou se sentir tout seul dans son activité, surtout pendant une crise comme ça, dont on ne connaît pas vraiment l'issue, en fait. Aujourd'hui, je pense que ça commence à reprendre petit à petit, mais c'est quand même encore incertain. Et les entrepreneurs ont besoin de tout le soutien qu'ils peuvent avoir. Donc, que ce soit nous, mais c'est également un appel à toutes ces personnes qui ont réussi. Il faut se rapprocher des entrepreneurs qui débutent pour tout simplement discuter avec eux. Les financements, l'assistance technique ne règlent pas tout. Il y a cet aspect humain-là qu'il ne faut pas négliger dans l'entrepreneuriat. Et c'est important de le dire justement pour que tout le monde comprenne que l'ADER est là pour accompagner via ses programmes, via ses financements, mais aussi qu'il y a une communauté derrière de personnes qui sont humainement impliquées pour accompagner les entrepreneurs, les soutenir moralement, comme tu viens de le dire, qui se déplacent lorsque c'est nécessaire et puis à qui on peut faire appel à tout moment. C'est important qu'on sache que les organisations qui sont installées aujourd'hui au Sénégal ne sont pas juste là comme bailleur de fonds, mais qui a aussi ce côté humain-là, parce que c'est ce qui fait la différence dans l'entrepreneuriat, notamment quand on galère. C'est très important pour nous. C'est vraiment dans l'ADN de l'ADER que d'avoir ce type de relation-là avec les bénéficiaires. Évidemment, il y a plus de 78 000 bénéficiaires directs. On ne peut pas le faire pour tout le monde. Mais pour ceux qui se démarquent, en tout cas, et de temps en temps, de manière spontanée, on peut en choisir chez qui nous allons pour tout simplement pour discuter avec eux. Alors Aminata, tout à l'heure, tu nous disais, on dépasse un tout petit peu la période de résilience et on arrive vers la relance. Aujourd'hui, en termes de communication, comment on fait passer des messages différents entre la résilience et la relance? Et puis, tu nous disais tout à l'heure, il faut un changement de paradigme. Il faut que le consommer local aujourd'hui soit au cœur de nos habitudes. Comment on fait pour inciter ça? Toi, en tant que chargé de communication, comment est-ce que tu vois tout ça? Quel message il faut faire passer? Alors, le message qu'il faut faire passer, c'est que malgré la crise, il y a eu de très belles histoires, des entreprises qui ont vu cette crise comme une opportunité pour créer de la valeur dans ce qu'ils faisaient. Donc, il y en a qui sont dans tout ce qui est fabrication de gel hydroalcoolique, etc. C'est juste un exemple que je donne, qui aujourd'hui sont passés à l'échelle avec la crise. C'est normal, c'est leur cœur de métier qui fait que cette crise est une opportunité. Il y en a d'autres qui sont dans tout ce qui est agroalimentaire, etc., qui sont en train de tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont compris qu'il fallait très vite changer de paradigme et utiliser cette crise-là comme une opportunité. Donc aujourd'hui, nous montrons ces entrepreneurs-là comme des exemples. Donc ils ont réussi
à tirer leur épingle du jeu. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer à l'échelle. Donc, c'est un très bel exemple de relance. Il y en a d'autres qui ont eu un peu plus de problèmes, mais qui également sont en train de se battre pour reprendre. Et pour répondre à cela, et avec l'appui de la Banque africaine de développement et de l'Agence française de développement, nous allons lancer dans quelques semaines le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, le PAVI. Donc, c'est un programme qui, dans sa première phase, porte sur 74 milliards de francs CFA. Donc, pour financer les secteurs prioritaires de l'économie avec une approche chaîne de valeur. Donc, encore une fois, toutes les régions, tous les départements, toutes les communes sont concernés. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous envisageons cette relance-là. Il y aura une très grande campagne de communication à cet effet pour nous assurer que les cibles comprennent ce qui se passe, savent comment postuler et savent pourquoi nous sommes en train de encore une fois, positionner le consommé local, le savoir-faire local au cœur de nos habitudes. Il ne faut pas que nous rations cette occasion-là. Pour moi, en tout cas pour nous à l'ADER, c'est l'occasion rêvée. Il faut vraiment que nous la saisissions avec tous les acteurs de l'écosystème pour mener à bien ce projet-là et avoir de très gros impacts sur l'économie nationale en général, sur les emplois et tout simplement sur le positionnement du Sénégal en tant que terre, entre guillemets, d'entrepreneuriat et d'innovation. Alors, c'est un gros tournant, c'est un gros challenge et effectivement, j'espère que vous allez réussir avec nous et avec l'ensemble du peuple sénégalais à le prendre. C'est important de se positionner aujourd'hui. On avait parlé du PAVI, donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à suivre le développement de ce projet-là, à se rapprocher de la DER via leur page Facebook ou tout simplement leur site internet der.sn. Aminata, une dernière question avant de finir cette rubrique. Ce serait de savoir, de manière un peu plus générale maintenant, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui, eux, se retrouvent face à leurs clients, face à leurs fournisseurs, à leurs partenaires, en temps de crise et qui ne savent pas comment communiquer. Est-ce que tu as des astuces, 2-3 conseils, des choses un peu plus techniques, un peu plus pratiques à leur recommander pour communiquer au sein de leur entreprise en temps de crise? La première mesure, c'est de savoir s'adapter. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir une stratégie X, mais pendant la crise, on ne peut pas continuer à évoluer de la manière qu'on le faisait en temps normal. Donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'est d'abord de savoir s'adapter et d'apporter les réponses adéquates aux problèmes du moment. Donc aujourd'hui, par exemple, quand la crise a démarré, les boutiques étaient fermées, etc. Mais ceux qui se sont réadaptés vers le digital, en utilisant soit des outils comme Facebook, etc., ont pu mitiger les impacts de la crise sur leur business. Donc, pour moi, c'est vraiment le maître mot, savoir s'adapter. Maintenant, en termes de communication également, c'est d'explorer de nouvelles techniques qui n'étaient pas nécessairement qui ne sont pas nécessairement les techniques traditionnelles. Donc voilà, donc que ce soit le digital, le porte-à-porte, le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout compte. Tout compte. Rien n'est trop petit, rien n'est trop gros. Il faut vraiment savoir s'adapter face à la situation à laquelle nous sommes. Donc, think outside the box pour éviter d'être trop impacté. Tout le monde a été impacté, mais certains ont pu réduire un peu les impacts sur leur activité en changeant tout bonnement leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est carrément un business model qui peut ou qui doit changer du jour au lendemain parce que c'est l'exigence du moment. Donc, il ne faut pas être trop rigide sur sa manière de faire, que ce soit dans les opérations de l'entreprise ou dans le mode de communication pour atteindre ses cibles, donc ses clients. Tout à fait. Think outside of the box, c'est le mot-clé, c'est ce qu'il faut retenir pour pouvoir rester résilient et communiquer durant cette période de crise parce que vous le savez, c'est pas facile. Alors, il faut absolument ouvrir votre esprit, il faut absolument rester créatif et explorer toutes les options qui sont possibles. Exactement. Merci beaucoup, Aminata Ly. Je rappelle que tu es coordonnatrice de la cellule partenariat, communication et mobilisation des ressources au sein de la DER. Merci beaucoup, Aminata. Merci, Mariama. Bonne fin de soirée. Les astuces de l'expert.
Hey, 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 merci à tous d'avoir été à l'écoute de votre émission favorite qui parle d'entrepreneuriat, Cauchemar d'entrepreneur. C'était un plaisir d'être avec vous. Je suis Mariam Matouré comme tous les jeudis. Restez connectés via nos pages Facebook, Cauchemar d'entrepreneur, l'émission ou encore SOS Entrepreneur, le groupe. À bientôt. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur.